façon de conduire des négociations de manière plus dynamique, c'est-à-dire plus rapide pour arriver à un bon résultat. Voilà les points que je souhaitais mettre en avant pour commencer et pour que vous compreniez bien ce que nous sommes, ce que nous faisons et quels sont nos enjeux du moment. Voilà, je ne sais pas si vous voulez réagir sur ces points-là. Non, mais Sinon, pardon? non, merci beaucoup pour cet exposé préliminaire. Merci aussi pour nous avoir effectivement enfin, le rapport annuel, en tout cas provisoire, euh, qui est très très complet, très intéressant. Je ne sais pas si mes collègues en ont pris connaissance, mais effectivement qui est très complet et on, et on comprend la complexité effectivement du prix du médicament. Oui, l'objectif du rapport n'est pas d'être complexe. Notre matière est complexe. Je trouve personnellement que notre rapport rend compte de cette complexité, mais un peu trop. Je pense que nous avons des progrès à faire sur ce rapport en termes de lisibilité et ensuite en termes de délai de publication. C'est un sujet qui est venu sur la table dans les discussions du PLFSS, mais c'était peut-être au Sénat, avec un amendement qui, je pense qu'il a été voté au Sénat, qui nous demandait d'adresser le rapport annuel au Parlement chaque année pour le 30 septembre. Vous voyez que là, nous venons de vous transmettre une version provisoire alors que nous sommes le 17, 18, 18 décembre. Alors, pour une partie, il y a une partie de données qui sont juste non disponibles en septembre, notamment sur les questions de remise, sur des questions financières, parce qu'on est lié par des délais légaux, il y a des chiffres que les entreprises peuvent contester. Voilà. Mais globalement, il y a une somme d'informations dans le rapport annuel qui doivent pouvoir être mises à disposition du Parlement beaucoup plus tôt que ce que nous faisons à l'heure actuelle, même si une partie, comme je viens de vous le dire, ne peut pas être disponible avant la fin décembre ou le début de l'année suivante. D'accord. Là, sur le rapport. Merci beaucoup. Si on reprend un petit peu dans le détail, pour Oui. comprendre un petit peu mieux et pour voir effectivement si l'objectif de votre mission est atteint, au niveau de la dynamique prix-volume, dans votre rapport, effectivement, si on se concentre, je vous propose qu'on se concentre uniquement sur le médicament et les médicaments remboursés et qu'on laisse effectivement tout ce qui est produits de santé, qui est un autre sujet. Enfin, on ne peut pas tout examiner aujourd'hui. Si on prend effectivement les chiffres que vous avez, notamment par rapport aux sous-programmes de ville du médicament, il est à 26,5 milliards avec une augmentation de 7,1%. Donc, effectivement, quand vous dites le plan de baisse, est-ce que le plan de baisse, il est là et notamment au niveau de tout ce qui est médicaments avec un accès dérogatoire, avec une augmentation de plus de 44%. Donc, la question, pour moi, c'est comment est-ce qu'il analyse des prix dans les années qui viennent, et notamment vis-à-vis des trois familles, des médicaments innovants, vous en avez parlé, quel est le modèle économique. Deuxième chose par rapport aux médicaments matures, et puis après, tout ce qui est médicaments génériques et biosimilaires. Et lorsque vous donnez un chiffre de 26,5 milliards, c'est le chiffre qui est net. Oui. Et donc, par rapport à ça, si on additionne effectivement clause de sauvegarde plus tout ce qui est remise, au départ, Non, ne le faites pas. Ne le faites pas, monsieur le député. parce que Je vais 26 m'exprimer milliards, là-dessus, mais ne le faites pas. 26 milliards c'est net. Quelle est la somme des remises et de la clause de sauvegarde? Bon, je vais vous répondre sur ce point et je vais vous expliquer pourquoi je ne souhaite pas que l'on fasse ce type d'addition. Je crois que c'est un point très important hein, que vous avez soulevé. Alors, quelques mots sur l'évolution. Vous avez cité le chiffre en net, donc 26 milliards, ce qui veut dire que le chiffre en brut, je ne l'ai plus en tête, mais il doit être de 34 milliards, quelque chose comme ça, parce que les remises, ce que nous appelons les remises produits, c'est devenu une masse qui est très, très considérable. Mais effectivement, en termes de dépenses nettes, on est à 26 milliards. Et les économies qui nous sont demandées dans le cadre des plans de baisse sont des économies que nous calculons en net.
il faut avoir cela en tête, vous avez commencé à le rappeler. Sur l'évolution de ces dépenses, une remarque générale avant d'en venir, comme vous le souhaitez, au cas spécifique des innovants, et puis voilà, les innovants et les produits matures. Euh, un point qui figure au rapport, dans la version que vous avez, je pense que c'est à la page 70, vous avez une décomposition qui est donnée pour les médicaments en ville et qui décompose donc la croissance des ventes entre un effet prix, un effet purement volume, pour faire court, c'est le nombre de boîtes qui sont vendues, et un effet de structure. Et l'effet de structure, c'est le fait qu'il y a une déformation année après année, et qui du coup est perceptible dans la longue durée, une déformation au profit de vente de produits plus onéreux. Donc, du coup, quand on regarde cela, l'effet purement volume, l'effet du nombre de boîtes, il varie d'une année sur l'autre, je crois, entre moins 3%, moins 3 points et plus 3 points, qui sont les contributions à la croissance globale des ventes. Donc, l'effet volume n'est pas déterminant. Il peut être légèrement négatif, légèrement positif. Vous avez un effet prix qui, lui, est année après année négatif, autour de 3-4%, peut-être plus sur des données très récentes. Je regarde, oui, c'est d'entre 3-4%. Il est arrivé que ce soit un peu plus. Donc ça, c'est notamment notre action. C'est notre action de baisse de prix. Et puis, vous avez cet effet substitution. Et cet effet de substitution, cet effet de structure, lui, est massif, puisque il est proche de 10 points. Donc, si vous regardez le chiffre que nous donnons pour 2023, je crois que vous avez cité la croissance totale à 7,7%. Là-dedans, vous avez un effet prix, nos actions, moins 3,4%. Vous avez un effet nombre de boîtes qui, cette année, est négatif, moins 1,5%. L'an dernier, il était positif, plus 4,7%. Donc, ce que l'on disait, ça peut être positif ou négatif. Et vous avez un effet structure. Alors, je ne sais pas s'il s'est passé quelque chose de spécifique en 2023, mais c'était de 12 points. Les années précédentes, c'était proche d'eux, mais inférieur à 10%. Donc, il faut bien avoir en tête qu'on a cette déformation, ce qui amène assez naturellement à la question que vous posiez sur les produits innovants et le coût, et pour nous, la tarification des produits innovants. Alors, quand on regarde les produits innovants, il faut avoir en tête que tous les produits ont un cycle de vie qui passe par différentes phases et qui correspond à différentes interventions du CEPS. Et quand on regarde la contribution à la dépense de ces produits innovants, les facteurs qui jouent, il y a d'abord le flux, l'arrivée de produits innovants, et c'est un flux qui, je ne sais pas si c'est possible de le chiffrer, mais on sait que des produits innovants, il y en a plutôt de plus en plus. Ensuite, premier stade, c'est la tarification initiale. Et c'est à travers cette tarification initiale que nous allons reconnaître l'innovation et essayer de la valoriser à son juste prix. Ensuite, il va y avoir dans la vie du produit toute une phase qui sera la phase pendant laquelle va s'exercer la régulation, c'est-à-dire nos baisses de prix. Et enfin, il y a l'arrivée à la générication du produit, enfin la perte de son brevet. Donc la contribution des produits innovants à la dépense, elle dépend du flux, elle dépend de la façon dont on valorise l'innovation quand elle arrive, et après, elle dépend du rythme de la régulation. Du côté du CEPS, les facteurs sur lesquels on peut jouer, c'est le deuxième et le troisième. On joue pas tellement, enfin, on joue pas sur le flux d'entrée, on joue sur la valorisation de l'innovation et on joue ensuite sur le rythme de régulation. Donc, quand on voit le dynamisme de la dépense, on se dit, y a-t-il matière à intervenir sur l'un ou l'autre de ces leviers? Donc là, ce que je vous donne, c'est simplement un avis personnel. Je ne parle pas pour le CEPS, et de toute façon, c'est des sujets dont on discutera avec le LEM. Pour moi, il est essentiel de maintenir un signal
selon lequel l'innovation est la bienvenue. Et ce signal, ça passe par une valorisation initiale qui soit élevée, à la fois en prix facial, c'est-à-dire le prix publié, pour montrer publiquement que la France reconnaît l'innovation, et même en prix net, alors dans certaines limites, hein, bien entendu, mais même en prix net pour qu'il y ait une attractivité du marché français pour les laboratoires qui présentent les produits innovants. Donc, je pense qu'il faut préserver ça. Alors il faut le faire avec le souci de ne pas surpayer. Mais il ne faut pas chercher à sous-payer pour faire des économies sur ces produits au moment de la tarification initiale. De mon point de vue, je m'exprime toujours à titre personnel, l'enjeu, c'est d'être suffisamment exigeant sur la suite, c'est-à-dire sur la régulation de ces produits innovants, d'être exigeant sur leur rythme de baisse pour qu'il n'y ait pas de maintien d'une rente pour un produit qui, au fil du temps, devient moins innovant par rapport à la concurrence. Et notre souci doit être de diversifier l'offre et de bien accueillir également la concurrence. Et quand on arrive, au bout de quelques années, à la perte de brevet, ou un peu avant la perte de brevet, on a un enjeu supplémentaire. C'est que là, il va nécessairement y avoir concurrence. Une fois qu'il n'y a plus de brevet, la concurrence doit pouvoir jouer. Et une difficulté tient précisément aux remises que vous évoquez, parce que si à ce moment-là, il reste des remises, cela veut dire que le prix net est toujours caché pour la concurrence. Et donc, pour un produit qui veut génériquer, qui veut être le générique d'un produit qui a été innovant et qui est en train de perdre son brevet, si vous arrivez sans connaître ce qu'est la rémunération réelle, c'est un frein à la concurrence, ça peut être une barrière à l'entrée. Parce que les remises sont inconnues, en fait. Les remises sont inconnues. Les remises, c'est produit par produit. Quand vous avez le prix, elles sont inconnues. J'hésite parce que je veux utiliser les termes précis. Ce qui est connu, c'est le prix facial. C'est le list price, prix facial. Ce qui n'est pas connu, c'est le prix net. Ce sont les deux concepts qui, pour nous, ont un sens. Les remises, ce n'est que la différence entre ces deux concepts. Donc, connaître les remises, enfin, si je vous dis que les remises, c'est le prix facial moins le prix net, je peux tourner en rond. Voilà, quand on en connaît deux, on connaît le troisième. Mais pourquoi je dis que les deux concepts les plus pertinents sont le prix facial et le prix net? Le prix facial, c'est la reconnaissance de l'innovation, c'est ce qui est publié. Et ce prix facial, il est largement déterminé par référence aux prix internationaux, c'est-à-dire aux prix européens. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas, de notre point de vue, la bonne représentation de la valeur. C'est un signal de reconnaissance et c'est un positionnement par rapport aux autres pays européens. Le calcul de la valeur à partir de l'ASMR, c'est ce que nous essayons de faire dans la négociation, qui est une négociation sur le prix net. Donc, le prix facial, d'une certaine manière, il va nous être exogène parce que si le produit remplit telle ou telle condition, on va lui donner ce qu'on appelle un prix européen. Pour être transparent, ce qu'on appelle le prix européen, c'est le prix le plus bas entre les prix de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie et du Royaume-Uni, qu'on considère comme étant, même s'il n'est plus dans l'Union européenne, comme étant une référence utile. Donc, sous certaines conditions, on peut accepter d'avoir un prix facial qui soit le prix européen, en général, le prix européen le plus bas. Et dans quelques cas, que l'on décrit dans l'accord cadre, ça peut être le prix le plus élevé. Mais on est le plus souvent sur le prix le plus bas. Mais vous voyez, là, pour nous, ce n'est pas notre estimation de la valeur du produit par rapport à ses comparateurs. C'est le reflet de ce que sont des prix européens. Et ensuite, le prix net, il est représentatif de la valeur et la remise, c'est le solde. C'est la différence entre les deux. C'est comme ça que l'on fonctionne. En sachant que dans le questionnaire, vous enchaîniez sur la comparaison internationale. Donc la comparaison internationale, c'est un exercice que nous ne faisons pas, que nous ne mettons pas dans le rapport annuel parce que c'est extrêmement difficile, justement du fait de ces remises qui ne sont pas connues, comme vous le disiez, et qui existent à des degrés divers, avec des formes tout à fait diverses d'un pays à l'autre.
Donc, on vous dit en Allemagne, il n'y en a pas, ou alors on vous dit si, mais c'est 7%, mais ça, c'est au niveau national. Et puis après, il faut regarder ce qui se passe dans les Länder. Même sur des pays aussi proches, c'est difficile. Et dans les échanges que nous avons avec nos collègues internationaux, on échange volontiers sur les méthodes, mais pas sur les prix nets des produits parce que c'est protégé par le secret des affaires. Donc, voilà le rôle, les rôles respectifs du prix facial et du prix net dans notre façon de tarifer. D'accord, merci bien. Une dernière question, d'après je passerai la parole à mes collègues s'ils ont des questions. Là, vous parliez de flux, avec maintenant tout ce qui est des innovants bon, qui arrivent et que, comme vous dites, bah, il faut les valoriser. Après, au niveau est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ce qui est les répertoires, les génériques, et puis après, les différents tickets modérateurs, 65, 30, 15 à partir du moment où il y a un flux, il y a des nouveaux produits qui arrivent, comment on fait en sorte que si on veut garder la même masse, comment est-ce qu'on fait en sorte pour qu'il y en ait qui sortent? Ou en tout cas qui soient génériqués et puis après éventuellement qui sortent. Alors, pardon. Bon, vous posez plusieurs questions. Je vais essayer de vous donner quelques éléments de réponse, à la fois sur la partie dynamique. Vous parlez il y a le flux d'entrée, il y a la sortie, et ensuite sur la démarche spécifique que nous avons pour les produits matures et pour les produits génériques. Et ensuite, je voudrais revenir encore sur les remises parce que je pense que je pense qu'il y a encore des choses à en dire pour que votre réflexion puisse être vraiment opérationnelle. Sur si vous voulez, il y a un moment où les produits innovants sont devenus des produits plus anciens et arrivent à perdre le brevet. S'ils sont vraiment innovants, on leur a accordé une décorrélation entre le prix facial et le prix net, donc des remises qui sont réputées exceptionnelles et temporaires. Donc, on doit les faire baisser et il faut qu'elles aient disparu avant l'arrivée des génériqueurs. Bon, c'est un sujet qui est très complexe. Vous imaginez la résistance que peuvent nous opposer les laboratoires quand on veut réaliser cette baisse, parce que dans la régulation des produits au cours du temps, ce que nous voulons faire, c'est deux choses. Du fait des concurrents, avant générication, du fait des concurrents, dans la régulation, on veut faire baisser les prix nets. Par ailleurs, dans la perspective de l'arrivée de concurrents, et plus encore au moment de la perte de brevet, on veut réduire l'opacité. Donc, on veut aussi faire baisser le prix facial. Donc, on veut faire baisser le prix facial pour qu'il se rapproche d'un prix net que nous faisons lui-même baisser. Voilà. Donc, pour moi, l'un des gros enjeux et des gros enjeux de l'accord cadre, ça va être précisément de rediscuter de la façon de réaliser cette baisse. Pour vous donner une indication sur les problèmes, sur la façon concrète dont se pose le problème. Quand on attribue un prix facial, un list price plus élevé que le prix net à un médicament, on l'attribue. Souvent, il y a des conditions, je vous passe les détails techniques, mais on va pouvoir accorder une période de stabilité. À l'issue de cette période de stabilité, on fait comme s'il y avait un peu un malentendu. Parce que pour nous, quand une période de stabilité se termine, ça veut dire qu'on peut commencer à baisser le prix. Pour le laboratoire, à la fin de cette période de stabilité, il va nous dire, bon, maintenant, il me reste, je sais pas, N années, 3 ans, 5 ans, avant la perte de brevet, donc laissez-moi tranquille d'ici là. Bon, je caricature le débat. Mais donc là, il y a une zone où on a une discussion un peu complexe parce qu'il n'y a pas d'automaticité, il n'y a rien qui soit précisément encadré. Donc, ça fait partie des sujets sur lesquels on veut pouvoir discuter dans le contexte de l'accord cadre. Sur la sortie, c'est-à-dire la perte de brevet, ça, c'est quelque chose que nous constatons. Ce n'est pas quelque chose sur quoi on joue. Il y a des brevets, ils ont une durée, il va y avoir une perte, il y a des génériqueurs qui se présentent. Pour nous, c'est une donnée que l'on prend en compte dans la négociation, dans la vie du produit et dans notre capacité ou pas à réguler un produit. Et ensuite, nous appliquons de la régulation sur les produits eux-mêmes qui sont dans des groupes génériques, qui sont
constitués à l'occasion de l'arrivée d'un générique, mais dans ce qu'on appelle dans un groupe générique, vous avez le princeps, le médicament de référence, et puis vous avez ces génériques. Et ensuite, on va procéder à une régulation. Cette régulation de ces produits matures, princeps et produits génériques, elle va prendre plusieurs formes. D'une part, il y a des mécanismes qui là sont très encadrés à des échéances régulières. On examine quel a été le taux de substitution et on en tire des conséquences si la substitution est insuffisante en se reposant des questions sur le poids relatif du princeps et des génériques qui entrent ou qui cherchent à entrer et à gagner des parts de marché. Donc ça, c'est une première forme de régulation qui est quasi automatique. Et ensuite, nous initions chaque année également, à l'occasion de comités de suivi des génériques, des CSG, des négociations avec les entreprises représentées collectivement pour faire baisser le prix au sein de ces groupes génériques. Donc ça, c'est un exercice que nous avons fait avec à la fois le LEM, le GEM pour les génériqueurs et aussi les représentants des pharmaciens, parce qu'il peut y avoir des impacts sur leur marge. C'est un exercice que nous avons fait il y a quelques jours et à l'issue duquel nous allons procéder à des baisses de prix. Donc là, les enjeux et les discussions sont assez différents des problématiques évoquées pour les produits innovants. On veut faire jouer la concurrence. Donc, les génériques doivent tirer le prix du princeps vers le bas et il doit perdre des parts de marché. Mais ensuite, au-delà, on se retrouve face à des molécules. Enfin, on ne se retrouve pas face à des molécules, je m'exprime très mal. On se retrouve dans des discussions face à des entreprises qui mettent en avant le fait que les marges d'exploitation sont assez réduites et qu'il y a une limite à la baisse de prix pour des produits sur lesquels la marge unitaire est déjà assez faible. Bon, ça, dans un contexte celui des dernières années où on a une montée des risques de pénurie, c'est une préoccupation que l'on doit avoir effectivement. Mais dans ce cadre-là, pour vous dire de manière plus concrète peut-être la façon dont on procède, on peut utiliser différents critères pour continuer de faire baisser les prix. Cette année, nous avons appliqué un critère de convergence, c'est-à-dire que nous avons identifié, de convergence vers des prix européens. On a identifié un certain nombre de produits, dont matures ou génériqués, dont les prix étaient supérieurs à la moyenne européenne. Et dans ce cas-là, on a demandé au laboratoire d'accepter de revenir vers la moyenne de prix européenne, en installant un certain nombre de filtres à cette baisse, puisqu'on voulait on a limité le taux de baisse, on a plafonné le taux de baisse. On a eu aussi une logique plancher pour ne pas faire baisser les prix en dessous d'un certain montant. On a bien entendu toujours en tête des critères de santé publique pour ne pas prendre de risques sur certains produits. Voilà, c'est comme ça que l'on a procédé. Je vous dis tout de suite que le GEM nous a répondu qu'il comprenait la logique de convergence européenne et il l'appliquait, et il l'acceptait, mais que de son côté, il identifiait que dans la majorité des cas, les prix des produits étant inférieurs à la moyenne européenne, si on voulait baisser les produits qui étaient au-dessus de la moyenne de prix européenne, on serait bienvenu de relever le prix des produits quand ils sont inférieurs à la moyenne européenne, ce qui ouvre un débat compliqué, je m'arrête là, un débat compliqué parce qu'il y a plusieurs critères à prendre en compte. Il y a certes le prix tel qu'il sort du CEPS, mais le prix tel qu'il sort du CEPS n'est pas la fin de l'histoire puisque derrière, vous avez des remises commerciales qui sont attribuées par les génériqueurs aux officines. C'est un sujet que vous connaissez sans doute. Et donc, voilà, suivant qu'on regarde en prix sorti du CEPS ou en prix effectif pour l'entreprise, il peut y avoir une marche d'escalier à la baisse et des résultats d'exploitation qui sont encore plus faibles. Les répertoires, parce qu'on me dit que les répertoires aussi de certains produits qui pourraient être généricables sont pas forcément mis sur les répertoires. Ça, vous avez la main là-dessus ou pas?
Non, ce n'est pas nous qui avons la main. Nous prenons les répertoires tels qu'ils sont. Et c'est vrai que dans le débat et quand on regarde la substitution, il y a la question de la substitution au sein d'un groupe, d'un répertoire une fois constitué, et il y a la question de la constitution dynamique de nouveaux groupes au sein du répertoire. Et c'est sans doute là qu'on est plutôt en retard par rapport à d'autres pays. D'accord. Merci infiniment. Je vais laisser la parole. Je vois que Michel Ozama a levé la main. Oui, merci Cyril. Excusez-moi, bonjour monsieur. Je me suis connecté un peu en retard, mais je ne pense pas qu'on ait évoqué la question que je voulais vous poser parce qu'il y a eu une nouvelle lettre quand vous avez été nommé, je crois que c'est vous, hein, qui introduisait un nouveau critère à prendre en compte dans le prix du médicament, qui était un critère industriel, et ça par rapport à la territorialisation, entre guillemets. Nous avons vu pendant la crise sanitaire que nous avions besoin d'industries implantées sur notre territoire pour éviter on l'a vu avec le paracétamol, qui est des manques au niveau de la disponibilité des médicaments. Et d'après ce que me disent les laboratoires, cette territorialisation n'est pas prise en compte dans le prix du médicament. Je rajoute que pour l'avenir, et c'est une réflexion qui est en cours, y compris au niveau ministériel, il faudrait peut-être prendre en compte l'empreinte écologique, entre guillemets, du médicament dans la fixation du prix. Alors voilà, je voulais vous interroger sur ces deux éléments. Ce sont des éléments effectivement très importants et c'est une très bonne question. Sur la question des critères industriels, il y a eu effectivement, alors je réfléchis à chaque fois, c'est la LFSS, je ne sais plus si c'était 2022, hein, qui a introduit un article 65 ajoutant aux critères qui existaient déjà et dont le principal était et reste la valeur thérapeutique telle qu'on l'a déduit du niveau d'ASMR. Il a été indiqué que le comité, alors je paraphrase, mais de mémoire, le comité peut également prendre en compte la sécurité d'approvisionnement que garantit l'implantation ou la localisation des sites de production. Voilà. Donc, le critère qui a été mis en avant, c'est la sécurité d'approvisionnement. Hein, et c'est à ce titre-là, du fait que cela peut renforcer la sécurité d'approvisionnement, que nous considérons la localisation. Et la façon dont on considère la localisation, c'est-à-dire que nous demandons aux entreprises de nous détailler leur chaîne de valeur. Donc, si elles veulent bénéficier de cet article, elles nous donnent des informations sur leur chaîne de valeur. La façon dont on procède, c'est que on regarde où est fabriqué. On distingue trois étapes, hein, qui sont trois étapes classiques. C'est le principe actif, le produit fini et le conditionnement. Et on leur demande où se déroulent ces trois étapes. Et quand on nous indique un site, on demande si ce site-là est un site unique, un site principal, un site backup, etc. Donc là, le dossier est instruit pour le compte du CEPS par l'un de nos membres, qui est la Direction générale des entreprises à Bercy. Donc, une entreprise nous dit, voilà, j'ai tel produit, au titre de sa localisation, je voudrais bénéficier de cet avantage. On examine l'éligibilité. Si c'est un produit innovant, d'ASMR 1 à 3, on considère qu'il est d'office éligible. Parce qu'on se dit que si ce produit-là ne vient pas alors qu'il est innovant, il y aura d'une manière ou d'une autre une perte de chance pour le patient en France. Si jamais il n'est pas dans la catégorie des produits les plus innovants, on va regarder la situation du marché pour savoir si on a vraiment un enjeu de sécurité d'approvisionnement. C'est-à-dire que si c'est un produit qui a 10 comparateurs qui apportent le même service médical au sens de la HAS et que ce produit réclame un avantage de prix, on ne va pas forcément le lui attribuer. Donc, on a cette discussion pour l'éligibilité. Si le produit est jugé éligible, à ce moment-là, on examine dans le détail la chaîne de valeur telle que je l'ai indiquée, et suivant la localisation en dehors de l'Union européenne, en Union européenne et éventuellement en France,
des différentes étapes de production, on va pouvoir apporter un avantage qui est un avantage qui porte sur le prix net et qui peut aller jusqu'à 15%. Avec un souci, c'est que cet avantage sur le prix net ou sur le coût de référence qui nous a permis de déterminer le prix net, mettons que ce soit plus 10 ou plus 15%, d'une certaine manière, on veille à ce qu'il soit détachable, c'est-à-dire que ce soit écrit dans le contrat et qu'on dise vous avez reçu au titre de l'article 65 tel pourcentage de bonus. Pour une raison, c'est qu'on ne veut pas avoir un impact inflationniste. Supposez que vous avez un produit qui, au titre de sa valeur thérapeutique, conduirait à un prix pour le CEPS de 100, un prix net de 100, on va lui accorder 10, mettons, 10 supplémentaires, donc ça va être 110, donc c'est des recettes supplémentaires pour lui, et si c'est au titre d'une localisation en France, ça incite l'entreprise effectivement à localiser en France. Maintenant, le jour où arrive un concurrent qui serait par hypothèse entièrement fabriqué en Chine et aux États-Unis, il va nous dire mon comparateur, c'est le produit français, donnez-moi, je suis considéré par la HAS comme étant à peu près la même chose, donnez-moi le même prix. Mais dans ce cas-là, ça reviendrait à lui transférer l'avantage qui a été voulu initialement comme étant un avantage au titre de la localisation. Donc, ça ne marcherait pas. Donc, il est important que l'on puisse détacher en quelque sorte l'avantage pour pouvoir dire à ce laboratoire américain, chinois ou autre qu'on va effectivement utiliser le produit, je le qualifie de français, c'est un peu court, hein, mais comme comparateur, mais pour sa valeur hors avantage, c'est-à-dire pour 100. Si vous voulez, jusqu'ici, on avait des orientations qui nous disaient de prendre en compte la sécurité d'approvisionnement, mais si on n'a pas une démarche qui soit claire, comme je viens de l'indiquer, et qui soit détachable, il est extrêmement difficile de gérer cet avantage que l'on pourrait accorder dans la négociation, mais d'une manière non spécifiée, de manière explicite. C'est très difficile à gérer. Donc l'article 65 a cet avantage-là. Ça reste un exercice qui est tout à fait compliqué. On a discuté longuement au sein du comité pour avoir une doctrine de mise en œuvre. Et cette doctrine, elle est publique, elle a été mise dans notre rapport annuel l'an dernier. Je pense que on doit la rappeler cette année. On a communiqué dessus. Mais à ce stade, elle s'applique pour les produits qui sont des produits nouveaux et pas sur des produits existants. Alors, les produits existants, c'est une question de stock. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir un enjeu important pour les entreprises et aussi un enjeu financier qui soit significatif. Donc, cette question du stock et du traitement du stock n'a pas été réglée sous forme d'une doctrine d'emploi. Donc, il y a la loi telle qu'elle est, mais il n'y a pas de doctrine d'emploi précise sur les produits existants. Et ça fait partie des sujets dont nous avons discuté de manière technique pendant des mois au sein du comité et avec les différentes administrations en particulier, dans la suite des travaux de la mission dite mission Borne sur la régulation des produits de santé. Comme vous le savez, à partir du mois de juin, en gros, voilà, les arbitrages sur des choix de ce type ont été plus ou moins suspendu. Donc, c'est quelque chose qui est toujours sur la table, qui sera sur la table du nouveau gouvernement et qui, par ailleurs, sera demandé par le LEM dans le cadre de la renégociation de l'accord cadre. Donc, ce sujet est encore devant nous. Je disais tout à l'heure, quand j'évoquais les enjeux de l'accord cadre, qu'il y avait les thèmes qui étaient liés à la souveraineté industrielle. C'est notamment à cela que je pensais. Et je vous apporte quand même une dernière précision, c'est pour vous indiquer que là, on parle de cet article parce qu'il constitue un critère législatif qui est un critère explicite. On a quand même une palette d'instruments qui peuvent prendre en compte la dimension industrielle. Et dans ces instruments, on a conventionnellement, ce n'est pas dans la loi, mais dans l'accord cadre, le fait que lorsqu'il y a un investissement en France, c'est le principe qui est le plus simple, vous investissez pour la production d'un médicament en France, d'une certaine manière, vous nous donnez de la visibilité
vous, une entreprise, vous nous donnez de la visibilité parce qu'un investissement, ça s'inscrit nécessairement dans la durée. Donc, dans ce cas-là, on va répondre en vous donnant en contrepartie un avantage de visibilité, c'est-à-dire une stabilité de prix. Donc, on peut avoir une stabilité de prix au titre d'un investissement. C'est un premier point. On a d'autres outils. On a un outil qui est clairement un outil de politique industrielle, qui est, et vous l'avez mentionné, je crois, dans le questionnaire, les avoirs sur remise. Que pour le terme utilisé couramment, ce sont les crédits CIS. Donc là, en gros, vous avez là en novembre dernier, là, novembre 2024 ou fin octobre 2024, je ne sais plus, les entreprises qui ont réalisé des investissements en France en 2023 sont venues déposer un dossier auprès de la Direction générale des entreprises à Bercy. Elles détaillent l'investissement, les montants, en quoi ça consiste de manière précise. Et là aussi, le dossier est instruit par la DGE qui examine dans quelle mesure, alors qui vérifie la réalité de l'investissement et qui vérifie également sa nature, avec une priorité accordée au projet d'accroissement de capacité. Ce qui est le plus valorisé, c'est l'installation d'une nouvelle ligne de production ou d'une nouvelle usine, évidemment, mais même d'une nouvelle ligne de production. Et dans ce cas-là, vous pouvez avoir un avantage qui est modulé suivant la nature de l'investissement, mais qui peut représenter jusqu'à un maximum de 15% du montant de l'investissement. Et cet avantage n'est pas attribué sous forme de cash qui serait versé par chèque à l'entreprise, c'est un avoir sur remise. C'est une forme de voucher sur lequel est inscrit la somme et l'entreprise va pouvoir utiliser cette somme pour s'acquitter ensuite de remises qu'elle doit à l'assurance maladie. Que ce soit des remises sur un produit, la décorrélation entre prix facial et prix net, ou que ce soit les remises au titre de la clause de sauvegarde. Donc, à l'heure actuelle, toutes les entreprises paient la clause de sauvegarde. Celles qui ont investi en France, il y a une partie qui est payée qui est payée à travers ces vouchers. Et je dis que c'est un outil de politique industrielle parce qu'on est passé dans une logique d'entreprise. C'est un investissement et vous attribuez quelque chose non pas à un seul produit, mais à une entreprise. Libre à elle de l'utiliser ensuite pour acquitter des remises sur le produit A, sur le produit B ou au titre de la clause de sauvegarde. Là, on est vraiment dans un outil de politique industrielle, l'avoir sur remise. Et l'un des débats que nous avons aujourd'hui, chaque fois qu'il s'agit de mettre en œuvre une politique publique, ça vaut pour les questions de souveraineté, ça vaudra aussi pour le sujet que vous avez évoqué d'un éventuel critère environnemental. Le jour où on nous dit il y a une politique publique et il faut que le CEPS tienne compte de cette priorité-là. On a plusieurs façons de faire. L'une des façons, c'est de dire on le met dans le prix. C'est ce qui est le plus clair, c'est ce qui est le plus transparent. Ça présente, du point de vue de l'entreprise, l'avantage d'être largement un avantage pérenne, parce qu'une fois qu'on a augmenté le prix, on a augmenté le prix. Ça présente quand même un inconvénient, c'est que dans ce cas-là, on se met à utiliser une variable qui est le prix, le tarif, pour y faire entrer une multitude de critères. Parce qu'on y fait toujours rentrer à titre principal la valeur thérapeutique. S'il faut y mettre également la localisation industrielle, la sécurité d'approvisionnement, le bilan carbone, ça risque d'être très complexe et très peu lisible. Donc voilà le débat que nous avons et que nous allons continuer d'avoir. Il n'est pas tranché. Donc, il y a quelles sont les politiques publiques qu'on veut faire rentrer dans l'action du CEPS et quand on décide de faire rentrer telle ou telle politique, est-ce qu'on le fait dans le prix ou à travers un outil distinct et l'outil distinct, l'illustration que nous avons aujourd'hui, ce sont les crédits CIS au titre des investissements en France. Et j'ajoute sur les crédits CIS que c'est un outil qui présente un avantage supplémentaire. On l'a fait évoluer au cours des dernières années parce que, je vous disais, c'est en octobre que les entreprises viennent nous dire quels ont été leurs investissements. Donc, en octobre 2024, elles sont venues décrire les investissements de 2023. Donc là, c'est bien parce qu'on a l'information de manière détaillée, on sait vraiment de quoi on parle. Mais c'est du rétrospectif.
on veut un outil qui soit incitatif. Donc, on a décidé d'ouvrir un guichet supplémentaire, en quelque sorte, à la DGE pour le compte du CEPS, qui est un outil complètement au fil de l'eau. Donc, il y a un laboratoire qui veut investir et il hésite dans la dernière ligne droite entre investir en Espagne, en Slovénie, en Tunisie et en France. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de mystère. Il fait le tour dans ces différents pays de toutes les administrations et il dit: qu'est-ce que vous faites pour moi? On s'est organisé en France avec la DGE pour que un dossier décrivant de manière très précise le projet d'investissement puisse être déposé et traité dans les meilleurs délais. C'est-à-dire qu'on prononce une décision sous 2 à 4 semaines maximum. D'accord. Et à ce moment-là, on prend un engagement ferme, il y a la signature de l'État disant: vous nous avez présenté ce projet d'investissement, si vous le faites, voilà ce qui va se passer, vous recevrez tant de centaines de milliers d'euros ou tant de millions sous forme de crédit CIS. Et je rappelle que les crédits CIS, ça peut aller jusqu'à 15% du montant d'un investissement si c'est un investissement purement en CAPEX. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aurais une question. Moi, je voulais revenir sur la question des remises, parce que vous m'avez posé une question à laquelle je n'ai pas répondu, sur l'addition des remises et des clauses de sauvegarde. J'avais une question, Cyril, également. Oui, après. Oui, moi aussi. Alors, Yannick, monsieur le rapporteur général. Oui, merci Cyril. Bonjour monsieur Bouillou. En fait, j'entends ce que vous dites. Ça a été beaucoup de discussions pendant le PLFSS, justement, notamment avec des amendements qui, en gros, voulaient rendre systématique en fait l'éligibilité du produit sur en fait sa production et sa souveraineté dans le pays. Parce que si on regarde la façon dont c'est rédigé dans les textes qui régissent votre activité, c'est qu'en fait le CEPS peut prendre en compte ou pas donc le lieu d'implantation, le lieu de production, le lieu de conditionnement. Et en fait, j'entends bien que si c'est innovant, c'est automatiquement fait. Mais par contre, quand c'est pas innovant, je vais prendre la filière du paracétamol. Moi, j'ai dans ma circonscription de la relocalisation de paracétamol avec des fonds publics importants. C'est pas systématiquement fait, alors que c'est pas un produit innovant. Mais cependant, c'est un produit sur lequel on peut être dépendant. Et puis, je trouve que quand même, ce qui n'est pas suffisamment pris, vous l'avez dit à la fin, mais les enjeux industriels sont importants. C'est des politiques de sites chimiques. Moi, j'ai des grosses plateformes chimiques. Et ça paraît, en pratique, entre la théorie que vous nous avez décrite et la théorie, je ne vais pas donner de nom pour mettre personne mal à l'aise, des différentes entreprises ou de laboratoires que je côtoie dans ma circonscription haute, ce n'est pas tout à fait le cas. Et ils aimeraient bien, justement, pour lutter contre cette concurrence un peu déloyale, que tous ces critères sur le prix, parce qu'ils produisent en France, ils conditionnent en France, eh bien, ils soient moins frappés de la clause de sauvegarde que leur concurrence. Et ça, ce n'est pas fait, visiblement. Non. Non, vous avez soulevé beaucoup de sujets, hein, monsieur le rapporteur général. Vous avez cité des produits non innovants, vous avez évoqué le paracétamol, ça fait partie des sujets qui sont évidemment dans notre panorama et depuis longtemps. Mais vous avez parlé de paracétamol, vous avez parlé de relocalisation. Bon, on est dans le cas où il y a des investissements qui sont faits en France, hein, et il y a des projets d'investissement en France pour y produire du paracétamol. Dans ce cas-là, la question c'est quels sont les outils qu'on peut mobiliser. Dans le cas du paracétamol, on a accordé des avantages dans le passé et c'est des avantages qui ont été accordés indépendamment de l'article 65. Parce que, comme je l'indiquais, il y a des avantages qui peuvent être obtenus au titre d'un investissement, qu'ils soient réalisés par la société exploitante, hein, ou qu'ils soient réalisés chez un sous-traitant. Dans les deux cas, l'investissement donne droit à des avantages sous forme de stabilité de prix. Et les stabilités de prix qu'on accorde en général sont sur le prix facial. Quand on est sur un produit mature, le prix facial est égal au prix net, donc on donne une stabilité de prix. C'est la raison pour laquelle certains produits, vous avez parlé du paracétamol, n'ont pas baissé.
au cours des dernières années, alors que dans la logique du cycle de vie de ces produits-là, ils auraient dû baisser. Donc, dans ce cas-là, je vous dis, notre réponse à l'investissement qui est accompli, c'est d'accorder une stabilité de prix. On a un deuxième levier que l'on peut appliquer. On a dans l'accord cadre un article 28 qui a été beaucoup discuté, qui est un article qui indique que quand il y a une hausse des coûts de production, et que c'est un produit dont on a besoin, donc là aussi il y a des critères d'éligibilité, on peut répercuter cette hausse des coûts de production sur le prix. Bon. On a indiqué qu'on prenait les coûts de production. On a indiqué aussi que s'il s'agissait d'une hausse des coûts de production qui était liée à une relocalisation, c'était éligible. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, il y a d'autres leviers qui peuvent jouer et qui, dans des cas pratiques, vous avez mentionné le paracétamol, ont joué. Ensuite, il y a l'article 65 en tant que tel. Là, l'article 65, comme je l'indiquais, c'est un article qui a comme point d'entrée la sécurité d'approvisionnement. Donc, la première étape, c'est pour le CEPS, en appliquant la loi, d'examiner s'il y a un enjeu de sécurité d'approvisionnement et s'il y a un enjeu de sécurité d'approvisionnement, voir dans quelle mesure la localisation peut apporter une garantie de meilleure sécurité d'approvisionnement. Et dans ce cas-là, on applique l'avantage. Merci bien. Yannick Monet, vous voulez poser une question? Je ne sais pas s'il est encore là. Si, je suis encore là, mais des fois, j'ai eu des coupures, donc j'espère que je ne vais pas reposer des questions auxquelles il y a déjà eu des réponses. Non. Bah déjà, la première question, quelle action vous pouvez entreprendre pour mieux contrôler l'accès aux médicaments matures, lesquels sont principalement l'objet de... Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. Vous parlez de quelle action peut être entreprise pour... Pour contrôler l'accès aux médicaments matures. Okay. Ah, mais j'ai des problèmes de connexion. Qu'est-ce que vous voulez dire par contrôler l'accès? C'est-à-dire faciliter l'accès? Oui, parce qu'aujourd'hui, pour répondre aux exigences de rentabilité des actionnaires, souvent les industries pharmaceutiques cherchent à réduire les coûts de fabrication des molécules anciennes en délocalisant, s'approvisionnant dans les pays, entre guillemets, low cost. Et du coup, cette logique de marché accentue la dépendance et le risque de pénurie qui concerne souvent les médicaments d'indication thérapeutique majeure, ainsi que les médicaments essentiels. Autrement dit, les médicaments matures qui ne sont plus des priorités pour les firmes pharmaceutiques. Il y a une enquête conduite par le Sénat. Notre groupe avait été à l'initiative de cette enquête sénatoriale qui montrait que la dépendance des médicaments se sont concentrées ces dernières années sur les spécialités innovantes au détriment des produits matures, justement, qui subissent d'importantes baisses de prix, dont certains sont indispensables pourtant à la prise en charge de patients. Voilà. Bien. C'était pas clair? Ah si, c'est clair, mais ça ouvre beaucoup de sujets. En fait, c'est grosso modo, qu'est-ce qui aujourd'hui s'oppose à une augmentation des prix des médicaments matures dès lors que leur intérêt thérapeutique est... Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a plusieurs choses. D'abord, vous avez évoqué un type de situation dans lesquelles, pour des laboratoires, ce n'est plus, voilà, c'est plus suffisamment rentable de produire, et donc vous avez, d'exploiter ces produits matures, et donc vous avez des laboratoires qui se débarrassent entre guillemets, enfin qui cèdent qui cèdent les produits, et dans ce cas-là, il y a un risque, ou qui les délocalisent, il y a un risque de délocalisation. Il y a un premier mécanisme qui doit être un mécanisme naturel dans la vie des affaires, qui est le fait qu'on parle souvent de grands laboratoires qui ont une stratégie d'entreprise qui vise des taux de rendement qui sont des taux de rendement très élevés, qu'ils peuvent atteindre sur des produits innovants et qu'ils n'atteignent plus sur des produits dont on a baissé le prix au fil du temps. Bon, dans ce cas-là, il doit y avoir un mécanisme naturel qui peut jouer, c'est que vous avez des laboratoires qui n'ont pas la même ambition en matière d'innovation, en matière de taille, et dont les actionnaires n'ont pas la même ambition en matière de TRI, en matière de rentabilité. Donc,
assez naturellement, enfin je ne peux pas donner de chiffres parce que ça aurait peu de sens, mais vous avez une entreprise qui va dire en dessous de N% de taux de retour, ça ne m'intéresse pas, et vous avez des entreprises qui peuvent dire ben, à N%, pour moi c'est déjà bien intéressant. Donc il peut y avoir un mécanisme naturel, et dans des discussions au Parlement, il y a eu des dispositions votées, il y a cette logique qui tend à pour ces situations, à imposer une forme d'obligation de recherche du repreneur. Ça, c'est des sujets dont vous avez eu à connaître. Et là, ça se passe en amont par rapport à nous. Nous, on est sollicité de différentes manières par des laboratoires qui nous disent, ça peut être un gros laboratoire dans la situation que j'ai indiquée, mais dans ce cas-là, on ne va pas faire grand-chose pour lui. Hein. S'il nous dit mon taux de marge n'est que de 25%, ce n'est pas suffisant, mon actionnaire veut 40%, bon, voilà. Mais on a des laboratoires qui viennent nous dire on ne s'en sort plus. Dans ce cas-là, on a, parmi notre boîte à outils, on a un outil que l'on privilégie. Je ne dis pas qu'il apporte la réponse à toutes les situations, hein, mais on a un outil que l'on privilégie qui est le suivant. Je l'ai mentionné, c'est l'article 28 dans notre accord cadre avec le LEM. S'il y a un risque du fait de coûts trop élevés par rapport au prix, le produit doit être retiré du marché français. Et si c'est un produit pour lequel on a un enjeu, là aussi, et un risque en matière d'accès des patients, que le laboratoire vienne nous le dire et qu'il nous documente ce qui se passe. En principe, il était là. Il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il était là. Il arrivait à faire. S'il n'y arrive plus aujourd'hui, qu'il nous explique ce qui s'est passé. Vraisemblablement, il y a eu une augmentation de coûts. Et s'il a eu une augmentation de coûts, qu'il la documente. Si c'est un coût lié à un coût de production, dans ce cas-là, on le répercutera. Mais comme sur les sujets qui ont été évoqués précédemment, notre premier réflexe, c'est de regarder quand même donc, quel est le coût, est-ce que c'est bien documenté. C'est le plus difficile, hein, c'est d'avoir une vraie documentation et de savoir si c'est un produit dont on a vraiment besoin. C'est-à-dire que si c'est un produit, hein, si c'est un laboratoire qui vient, il fabrique un produit, il a 10 concurrents qui sont à peu près les mêmes. Hein, et les 10 concurrents ne nous soumettent pas de demande. On se dit, bon, ben, il y a peut-être une entreprise qui est moins bien gérée que les autres. On ne va pas forcément aller lui augmenter son prix comme récompense, enfin, entre guillemets. Hein, et puis, les situations sont souvent bien plus compliquées et lourdes que cela. Mais le premier critère, c'est, voilà, est-ce qu'il y a effectivement un risque du point de vue de l'accès des patients ? Dans ce cas-là, vous documentez la hausse de coût, on la répercute. Et on le fait. Et dans certains cas, si vous voulez, on a négocié un avenant à l'accord cadre que nous avions sur ce sujet, un avenant sur ce sujet avec le LEM au mois de juillet dernier, pour distinguer précisément des situations dans lesquelles le comité peut s'autosaisir à partir d'une demande qui est faite par une entreprise. Vous avez une entreprise qui fait une demande en disant je m'en sors pas, elle documente, et on se dit les mêmes causes devant produire les mêmes effets, il doit y avoir des difficultés dans le reste de la classe, et on a peut-être un enjeu d'approvisionnement pour les patients sur toute la classe. Et dans ce cas-là, on écrit que c'est le comité qui peut se saisir et procéder à une hausse des prix pour toute ou partie d'une classe. C'est des problématiques que l'on rencontre et on a précisé que dans ce cas-là, on est toujours dans la logique quelle a été la hausse de coût et on répercute la hausse de coût. Dans certains cas, et notamment dans des cas d'urgence et d'urgence sanitaire, on peut fixer le prix au niveau qui est nécessaire. Je ne sais plus comment c'est écrit, et pas simplement en répercutant au centime le centime la hausse du coût de telle ou telle matière première. Donc, c'est des problématiques que l'on rencontre le moins souvent possible, mais quand on est sur des sujets, sur des produits antibiotiques pédiatriques, enfin, vous voyez de quel type de produits on peut parler, c'est des choses que nous avons déjà faites. Donc ça, c'est un outil dont nous disposons. Merci beaucoup. Est-ce que vous me permettez un mot sur les remises et sur votre question de tout à l'heure? Allez-y, allez-y. N'ajoutez pas la clause de sauvegarde et les remises. Il y a une ambiguïté. Je veux accuser personne, mais il y a une ambiguïté qui profite un petit peu à certains laboratoires dans leurs argumentaires.
Quand on vous parle des remises, les remises, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je vous ai indiqué, c'est une différence entre un prix facial et un prix net. Ce n'est pas une ristourne, ce n'est pas une remise commerciale, c'est une différence entre le prix facial déterminé par des prix européens et le prix net qui est représentatif de la valeur. Et ces remises ont très fortement progressé ces dernières années, jusqu'à être autour de 8-9 milliards. Elles ont très fortement progressé. Et ce qui est vrai, c'est que la modalité, ce n'est qu'une modalité pour s'acquitter de ces remises, c'est un versement de l'entreprise. Du coup, les entreprises, pour certaines, surtout quand elles viennent voir les décideurs politiques, ont tendance à dire « Regardez tout ce que l'État me demande. Oui, je comprends, L'État, il me demande la clause de sauvegarde, il me fait baisser des prix et il me demande des remises. » Or, si les remises ont augmenté, c'est parce qu'on a de plus en plus de produits innovants, mais c'est aussi parce que dans l'accord cadre depuis 2021, on a négocié avec le LEM pour accorder des avantages conventionnels supplémentaires à des produits. C'est-à-dire, je parlais de produits d'ASMR 1 à 3, on l'a étendu aux ASMR 1 à 4. Donc, le bénéfice d'un prix facial élevé pour être au niveau européen, on l'a étendu à plus de produits et sur des durées plus longues. Oui, je comprends. À la demande du LEM, qui à ce moment-là le présentait comme un avantage. C'était un avantage. Donc, quand aujourd'hui on constate que cet agrégat qui est un avantage augmente, je trouve que l'ajouter à une autre contribution en le présentant maintenant comme étant une contribution au même titre que la clause de sauvegarde, non, là c'est une erreur. Il ne faut pas le faire comme ça. Il y a des carottes et des poireaux, c'est des choses différentes. Oui, mais c'est surtout que la hausse des remises a été obtenue par les entreprises comme étant un avantage conventionnel. Il ne faut pas dire maintenant c'est une charge. J'ai bien compris. Sinon, on peut revenir sur les avantages conventionnels. Je suis d'accord. Une question que j'avais, c'est par rapport au dérapage d'1,2 milliard constaté récemment. Vous pouvez vous exprimer par rapport à ça ou pas? Ah ben moi, je peux m'exprimer sur à peu près tout dès lors que c'est des sujets qui concernent le CEPS. Or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que le CEPS ne fait pas de prévision. Vous pouvez regarder le rapport annuel. On a déjà du mal à décrire tout ce qui s'est passé en 2023. Nous, on n'intervient pas dans des prévisions. Donc, les prévisions sont faites par l'administration qui en a besoin parce que le PLFSS, c'est par nature un exercice prévisionnel. Donc, les administrations qui sont en charge du PLFSS font des prévisions. Nous ne faisons pas de prévisions, de même que nous n'intervenons pas dans la détermination de la régulation globale pour l'année à venir, ni dans la répartition de cette régulation globale entre clause de sauvegarde et baisse de prix. Nous les appliquons. Donc, je ne peux pas vous donner d'explication et je vais vous dire, la seule intervention que nous ayons eue, on a commencé à vous écrire des choses, mais c'est trop technique, on va vous le synthétiser. Si vous voulez, quand on fait notre rapport, si vous voulez, quand on a fait le rapport 2022, hein, donc en janvier 2024, une fois que nos chiffres 2022 étaient consolidés, nos collègues de la direction de la sécurité sociale sont venus nous voir pour récupérer nos chiffres 2023 et 2022 pour essayer de faire un exercice de simulation de leur outil de prévision. Donc, ils ont pris les données de 2022 pour simuler des prévisions sur 2023. J'espère que je ne me trompe pas d'une année, parce que sur 2023, c'était des estimations qui étaient quasiment des données définitives, pour voir s'ils arrivaient à prévoir 2023 à partir de 2022. Et ils ont conclu que leur outil fonctionnait bien pour faire ce genre de prévision. D'accord. Cette année, sur l'année 2024, ça n'a pas bien fonctionné. Je n'ai pas d'explication. Ça vient plutôt de la DSS, ça vient plutôt de Bercy, ça vient de... Dans le PLFSS, c'est la DSS. Je vous rappelle que la DSS a plus d'une tutelle, puisqu'elle dépend à la fois de Bercy, ministère des Comptes publics, et évidemment du ministère de la Santé ici. D'accord. Une dernière petite question. Tout à l'heure, on parlait effectivement de l'évaluation médico-économique. On voit bien qu'il y a de plus en plus de thérapeutiques innovantes qui n'ont pas de modèle économique actuellement. S'ils devaient, quand on voit effectivement ces chiffres, je rappelle les chiffres de plus 44% sur les médicaments avec un accès dérogatoire, comment est-ce que vous imaginez le modèle économique dans les années qui arrivent vis-à-vis de ces thérapeutiques innovantes? Est-ce que
les patients français auront tous accès à ces innovations? Est-ce que c'est tout soutenable pour l'assurance maladie dans le cadre effectivement d'une enveloppe qui est plutôt, comme vous dites, avec une tendance à la baisse qu'à la hausse? Bon, c'est une question lourde. Vous l'aviez dans le questionnaire qu'on a reçu, c'était formulé de plusieurs manières. Il y avait une question qui était assez directe. C'était est-ce que les médicaments, le prix des médicaments innovants est trop élevé? Est-ce qu'ils sont trop chers? Et c'était avec cette idée de soutenabilité derrière et éventuellement avec une idée je ne sais pas, mais d'inéquité. Est-ce que c'est juste ou pas? Nous, notre métier, c'est La d'essayer. question, c'est est-ce que tout le monde y aura accès? Oui, Si, oui, oui. si- C'est le principe français. On n'est pas voilà, aux États-Unis. Nous, c'est exactement. le principe français. Tout le monde doit y avoir accès. C'est pour ça qu'on a une responsabilité. Et puis, notamment en matière de finances publiques, on a bien conscience que quand on tarifie, la tarification va déterminer donc un prix qui va s'appliquer pour l'ensemble des patients en France. Ensuite, ce que je vous disais, c'est que nous, notre souci de tarification, au-delà de la question du prix facial, c'est la vraie valeur. Donc, on essaye, quand on fixe le prix, la tarification initiale d'un produit, notre souci n'est pas d'abord une question de régulation budgétaire, parce qu'on est dans une logique produit par produit, et ce que l'on veut simplement, c'est ne pas surpayer par rapport à ce que sont les règles en France, c'est-à-dire ne pas surpayer par rapport au prix net d'un comparateur une fois qu'on a pris en compte l'apport relatif de ces deux produits en termes de santé publique. C'est ça la logique dans laquelle on s'inscrit. Pour ce qui est alors c'est vrai qu'on a une pression de plus en plus de la part de médicaments, de laboratoires qui produisent des médicaments innovants pour donner des prix élevés. Et quand on dit des prix élevés, bien souvent, ça veut dire que la référence que les maisons mères ont en tête, c'est les prix américains. Le système là-bas n'est pas le même, tous les patients n'ont pas accès et on ne rentre pas dans cette logique. Donc, la façon dont nous traitons le sujet, elle est double. Premièrement, nous avons la capacité, pour les produits innovants, de leur accorder un prix facial. Donc, le prix facial, c'est le signal qu'on considère le produit comme innovant. C'est important pour les entreprises, notamment dans une logique de référencement international et de signal. La France a reconnu cette innovation. Mais ça, c'est un signal que l'on donne et qui ne nous coûte pas cher, puisqu'on reprend une partie, c'est les fameuses remises, pour arriver au prix net. Et nous, notre préoccupation, c'est le prix net par référence aux autres comparateurs. Et là, on essaye de ne pas surpayer. Bon. Il reste que c'est un exercice, la tarification de produits qui sont disruptifs, entre guillemets, ça reste un exercice difficile et ce n'est pas toujours une science exacte. Donc, notre préoccupation, c'est de progresser dans la façon dont on fait ces tarifications. Alors, à la fois, c'est sur les outils que l'on peut utiliser, dans les chantiers qui sont sur la table, auxquels j'ai déjà fait référence, il y a notamment l'évaluation médico-économique. L'évaluation médico-économique, je ne vais pas faire un exposé académique là-dessus, ça essaie de définir l'apport d'un produit en termes d'années de vie gagnées pondérées par la qualité de vie. Ce qui est une ambition, c'est très technique, difficile. Et du coup, vous pouvez examiner le coût que représente un produit en euros pour chaque année de vie gagnée en bonne santé. Donc, ça nous donne un indicateur complémentaire qui va nous aider à déterminer la valeur qu'on est prêt à payer pour un médicament. On recherche l'efficience. Un produit, une efficience ou une dominance de ce point de vue, ça serait la situation dans laquelle on trouverait un produit qui apporterait des années de vie gagnées en bonne santé et qui serait moins cher que ces comparateurs. Ça, c'est ce dont on rêve. C'est difficile à négocier parce que la reconnaissance de l'innovation et des années de vie gagnées en bonne santé, le laboratoire peut dire ça mérite une rémunération. Mais ça nous donne une façon d'appréhender les positionnements et notamment les positionnements relatifs des innovations dans tel et tel domaine et par tel et tel produit. Donc ça, c'est un progrès méthodologique. Mais on ne s'arrêtera pas là de toute façon parce qu'on a cette question de soutenabilité
qualité en tête. C'est-à-dire que, là aussi je m'exprime à titre personnel, hein, on doit aller vers un système dans lequel on complète l'information que nous donnait déjà l'ASMR. On la complète en prenant en compte ces calculs d'efficience, ces calculs d'euros par quali. Hein. Et ça nous permet d'essayer de répondre à une question qui est le prix qui est demandé par l'entreprise, est-ce que ça en vaut la peine? Ou quel est le prix qu'on est prêt à payer parce qu'on sait ce que ça apporte derrière en termes d'années de vie pondérées par la qualité, etc. Mais si on fait cela, ce qui sera un progrès parce qu'on gère plus d'informations, si on fait cela, ça ne nous exonère pas d'une deuxième question. Après s'être dit, est-ce que ça en vaut la peine? La deuxième question, c'est, est-ce que c'est soutenable? Et si ce n'est pas soutenable par rapport aux grandes enveloppes budgétaires, il faut rétroagir avec ce que l'on est prêt à payer pour une année de vie pondérée par la qualité. Donc ça fait partie des pistes qui sont des pistes de travail qui intellectuellement sont très intéressantes, qui correspondent à des enjeux qui sont très importants en termes à la fois d'accès des patients et en termes de soutenabilité. Mais la question, même si on progresse dans cette logique d'efficience, la question de la soutenabilité dans la dimension budgétaire doit être prise en compte en sachant qu'un des progrès qui sont apportés par ces deux techniques, l'évaluation médico-économique et l'analyse d'impact budgétaire, c'est d'élargir le débat. On ne regarde plus juste une molécule par rapport à une autre. Il peut y avoir dans le coût d'un traitement, il peut y avoir un coût qui est élevé, mais qui va s'accompagner de dépenses ultérieures ou de dépenses ailleurs dans le système qui sont évitées. Que ce soit parce que vous avez des effets, vous avez une administration, les thérapies géniques, une administration one-shot, que ce soit parce que vous avez un produit que vous allez payer cher, mais qui va éviter un certain nombre de passages à l'hôpital, donc c'est des coûts évités. Et tout ça, c'est pris en compte par ces instruments dont dispose la HAS pour réaliser des évaluations médico-économiques et des analyses d'impact budgétaire. Donc, c'est intéressant. Les impacts budgétaires, c'est c'est de votre responsabilité ou de la HAS? Non, c'est la HAS pour les produits innovants au-delà de certains seuils. Ils doivent déposer donc une évaluation médico-économique et qu'ils peuvent compléter avec une analyse d'impact budgétaire. Et l'analyse d'impact budgétaire, encore une fois, ce que je disais, c'est pas simplement le prix du médicament multiplié par le nombre de ventes qui sont prévues. Ça prend en compte les dépenses induites et les dépenses évitées. D'accord, impeccable. Mais est-ce qu'on peut imaginer que par rapport à cet impact budgétaire, que les Français, dans les années à venir, ne pourraient pas avoir accès à certaines thérapeutiques innovantes? Non, je ne veux pas l'imaginer. Et en tout cas, voilà, on fait tout ce que l'on peut pour que ce ne soit pas la situation. Mais il faut voir aussi, il faut relativiser, si vous voulez, les produits qui sont les plus coûteux. C'est des thérapies géniques. Vous savez, aujourd'hui, vous avez des laboratoires qui, au niveau international, affichent qu'ils ont un produit disruptif qui va traiter une maladie chronique avec une injection. Et simplement, pour une injection unique, on vous demande 2 millions, 2,5 millions d'euros pour une injection. Et avec des effets garantis, ou revendiqués dans la durée, même si le nombre d'années de recul dont on dispose dans les essais cliniques est quand même relativement bref. Donc, avec pas mal d'incertitudes. Donc là, on hésite et c'est pour ça qu'on a besoin de nouvelles techniques de tarification, l'évaluation médico-économique et également, j'aurais dû le mentionner, des contrats de performance pour pouvoir juger de ce que sont les données en vie réelle au fur et à mesure qu'elles seront générées. Pour relativiser un petit peu, ces produits innovants sont, en tout cas pour cela, jusqu'à présent essentiellement sur des populations relativement limitées. On est plutôt sur un sujet qui est devant nous que sur un sujet qui est déjà là. C'est pas lui qui explique, c'est pas les thérapies géniques qui expliquent la dynamique des dépenses récemment. On a en revanche d'autres classes de produits innovants et chers. Il y a eu un débat, y compris au Parlement, il y a 2 ans, 3 ans, sur la classe des immunothérapies.
c'est des produits qui sont onéreux et qui sont de bons produits. Donc, ça fait deux conditions qui font que les dépenses augmentent, mais les résultats sont là aussi. Donc, il y a une question de tarification. Dans ces cas-là, il avait été envisagé une régulation spécifique au sein de la clause de sauvegarde, et cela de manière législative. Et finalement, le gouvernement avait dû le retirer en prenant en compte les questions de signal sur l'innovation que ça pouvait représenter, etc. Donc ça, c'est des sujets qui, eux, sont déjà là. Dans les pistes pour traiter ces questions-là, il y a l'amélioration des outils, des instruments de tarification, c'est ce que j'ai évoqué. En matière de régulation, et je parle une nouvelle fois à titre personnel, si la loi, donc si le législateur, dans sa grande sagesse, pouvait reconnaître explicitement au CEPS la capacité à procéder à de la régulation par groupe de produits, ça voudrait dire qu'on serait capable, plus qu'aujourd'hui, on serait capable, dans nos exercices de régulation, d'appeler des baisses de prix au sein d'un groupe. Et dans ce cas-là, toute la logique serait de faire davantage, de rendre plus effective la concurrence entre les produits innovants au sein d'un même groupe. C'est une piste de réflexion parmi d'autres. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres recommandations à nous faire avant de clore cette audition? Écoutez, ça a été extrêmement riche. J'ai eu un feu roulant de questions, de demandes de votre part, donc je crains d'en avoir oublié. Mais bon, non, je sais pas. Alexandre, est-ce que tu voyais d'autres sujets? Non, écoutez, voilà, on a votre questionnaire, on va vous le retourner en précisant un certain nombre de points, en reprenant des choses que j'ai pu dire ou en les corrigeant ou en les complétant. Mais je vous remercie de l'intérêt que vous avez porté à nos sujets, qui sont de très beaux sujets. Merci évidemment. Que nous, ça nous permet de réfléchir en dehors du PLFS et en amont. C'est ça qui est intéressant. C'est effectivement comment est-ce qu'on peut construire ensemble, comment est-ce qu'on peut, avec ce que nous apportez, comment est-ce qu'on peut réfléchir effectivement pour proposer effectivement des ajustements au système, dans le sens où on voit bien qu'au niveau du médicament, ça bloque. Enfin, ça bloque. On voit bien qu'il y a entre guillemets, il y a peu d'acteurs qui sont satisfaits. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ok. Merci infiniment. Si mes collègues n'ont pas d'autres questions, merci infiniment. Et puis, sans doute, merci pour le questionnaire, pour répondre au questionnaire. Et puis, sans doute, à très vite. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.